Dans une grande majorité de films, le monde du travail, que ce soit l'entreprise, l'usine, etc., se révèle particulièrement éprouvant. Et on peut penser à des films comme Selon Mathieu de Xavier Beauvois, Ressources humaines et l'emploi du temps de Laurent Cantel, là j'avais des belles images, Le coup près qui est probablement le plus connu de Costa Gavras, ou La question humaine de Nicolas Klotz. Chaque fois, l'entreprise apparaît comme le parangon d'un nouvel état de contrôle, chacun devenant son propre juge et observateur, soumis à un principe de déréglementation, toujours contraint à être flexible et à passer outre tout sentiment de solidarité par souci de survie. Les protagonistes voient leurs attaches et leurs repères se décomposer, les liens familiaux deviennent problématiques, les amours impossibles et les amitiés fragiles. Tous ces films donc représentent les conséquences souvent dramatiques d'une modernité où sont valorisées la souplesse, l'ajustement, mais où chaque partie constituant l'ensemble de la communauté n'a que peu de capacité de résistance. Et tous, du coup, se teintent d'une tonalité assez dystopique. Ils laissent l'impression que non seulement il n'y a pas de véritable échappatoire possible, mais qu'en plus, la situation pourrait bien empirer. Alors, notre hypothèse est la suivante. Si ces œuvres, en général, dressent ce tableau à la fois souvent très juste, mais aussi très noir des effets du libéralisme sur les sociabilités contemporaines, c'est qu'elles ont en commun de reproduire une certaine représentation, une définition du désir, dont elles explorent les travers et les dangers, conception du désir qu'on doit notamment à René Girard, dont on parlait tout à l'heure et sur lequel je vais revenir pas mal ici, conception dont le libéralisme ne fait qu'exacerber la férocité. C'est ce qui explique, à notre avis, le pessimisme, voire le fatalisme très propre à ce corpus. Mais dans ce corpus, il y a au moins deux films qui font exception, dont on va surtout parler aujourd'hui. Le premier, c'est Elle est des nôtres, de Sigrid Alma, que vous n'avez certainement pas vu, sauf Claudia, parce qu'on a pris de Sigrid Alma, et Ce vieux rêve qui bouge du grand Alain Guiraudy, tous les deux parus au début des années 2000. Alors pourquoi ces deux films font exception ? Parce que précisément, ils vont proposer, chacun à leur manière, une autre vision du désir, qui leur permet de sortir ou d'imaginer comment sortir du piège de la violence libérale. C'est ce qui est en fait du coup à l'inverse du reste du corpus, ce qu'on pourrait appeler des utopies. Alors avant d'en venir à ces deux films, j'aimerais juste vous présenter rapidement, pour illustrer la manière dont le désir est en général pensé et mis en scène dans ce corpus sur le monde du travail, et représenté comme origine de la violence. Alors en fait je voulais partir d'une scène assez exemplaire tirée de Violence des échanges en milieu tempéré, qui est un film de Jean-Marc Moutou qui est sorti en 2004. En fait dans ce film, Philippe Seigné, qui est joué par Jérémy Régnier, joue le rôle d'un jeune consultant qui est envoyé en mission pour préparer secrètement le rachat d'une entreprise de la province française qui s'appelle Janson. Rachat par un grand groupe qui impose une meilleure rentabilité, productivité et donc possiblement des licenciements. Alors la scène, elle est comme suit. En fait, on voit Philippe dans le train, dans le TGV première classe. Il y a d'abord un plan sur les autres voyageurs, qui sont tous des hommes et des femmes en costume assez sombre, sur leurs ordinateurs portables, leurs téléphones. Et on voit Philippe qui les regarde et qui se retourne contre la vitre du TGV qui passe dans un tunnel. Et en fait, il se voit dans cette vitre et il se sourit. Il sourit à son reflet. Et ensuite, c'est un plan plus large où on voit Philippe au milieu de tous ces voyageurs première classe TGV. Alors, à ce moment-là, on est encore au début du film. Et on voit donc Philippe qui prend le train en première classe avec tous ces gens. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il voit en fait ? Qu'est-ce qu'il observe dans son reflet? À qui est-ce qu'il sourit? Lui qui est fraîchement débarqué à Paris, qui vient tout juste d'être employé dans une grande entreprise de la défense, en très rude compétition avec les autres, ceux qu'on appelle des juniors consultants. En fait, il est déjà arrivé. Il appartient à ce groupe de puissants. Et en effet, il y a un gros plan qui le montre au milieu des autres voyageurs. Et littéralement, il se confond avec tous ces hommes d'affaires. Ce que réfléchit du coup la vitre opaque du train, c'est cet étrange paradoxe propre au libéralisme, au prix d'une très pénible compétition qui est subie et infligée. C'est ce qui est intéressant dans le film, puisque Philippe subit la compétition en tant que consultant junior, parce qu'il faut qu'il bataille avec les autres pour faire sa place, mais c'est aussi une compétition qui l'inflige dans les rangs de Janson, où il a le rôle de consultant, et du coup il sème la panique parmi tous ceux qui travaillent là et qui ont peur d'être licenciés.
Donc au prix de cette compétition subie et infligée, le protagoniste gagne le droit au conformisme. Et il se plaît dans cette ressemblance au chef qui lui confirme sa place. Alors le chef dans le film, c'est un certain Hugo Paradis, qui est joué par Laurent Lucas. Celui qui est, on le décrit comme le partenaire qui fait le plus de chiffres et qui enseigne à Philippe en fait à être comme lui. Allure, manière de traiter les employés, il dit qu'il ne faut jamais détourner les yeux. Et finalement, Philippe, c'est ce qu'on voit dans cette scène du train, adopte en fait tous les signes extérieurs de réussite qu'on attendait. Alors, à quoi est-ce qu'on a affaire ici? On a affaire, c'est notre hypothèse, à une situation qui s'apparente beaucoup au récit des origines de la violence telle que l'a pensée René Girard et telle qu'il l'a décrite dans la violence et le sacré ou le mensonge romantique. L'idée la suivante, c'est qu'on ne désire pas un objet pour lui-même, on désire ce qu'un tiers désire. Philippe ne veut pas une place en première classe, un costume, un ordinateur portable, etc. Il veut ce que veulent les chefs. Chez Girard, donc, notre relation à l'objet est toujours médiatisée par un tiers, qui va être le médiateur ou le dominant chez Girard, qui nous attire et que du coup on imite. Et c'est cette relation mimétique triangulaire, parce que vous avez le sujet, le médiateur et l'objet, qui conduit du coup à la violence par la confrontation avec le tiers évidemment dont on veut la place, et par la confrontation avec tous les autres qui désirent aussi la place du chef. Ces relations de compétition, que Girard décrit comme des rivalités mimétiques, du coup mènent à un conflit, une crise où tous les individus du groupe entretiennent un rapport de rivalité les uns avec les autres et qui ne peut être résolu que par, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'identification, l'élimination éventuelle d'une victime qu'il appelle la victime émissaire. Et c'est exactement ce récit-là que fait Violence des échanges et qu'on va retrouver comme ça dans tout un tas de films. Le ténébreux Hugo Paradis joue pour Philippe le novice, parce que Philippe est un jeune blond, etc., donc il a tous les traits du novice angélique. Hugo joue donc le rôle du médiateur, en le formant à sa première mission, le maître guide le disciple. Alors cependant, à aucun moment, les deux hommes ne s'avouent explicitement rivaux, et d'une certaine façon, leur rivalité sous-jacente se démultipliée par celle qu'on perçoit ponctuellement entre Philippe et les autres consultants juniors, est régulée par la société même qui l'encourage. Et c'est là une des particularités des sociétés libérales par rapport au modèle que propose Girard. Plutôt que d'instaurer un rite sacrificiel visant à détourner la violence, comme le propose Girard, l'entreprise incite en même temps qu'elle maîtrise cette violence les uns contre les autres. Alors on le voit, il y a ici chez Girard, et c'est un problème qui va se poser de manière récurrente, un saut métaphysique qui ne peut que mener à la catastrophe. Imiter l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il possède pour être cet autre, c'est croire que le jeu de l'imitation peut combler un manque ontologique. Évidemment, c'est impossible, je ne serai jamais l'autre. Or, ce saut métaphysique, c'est bien la promesse d'un libéralisme fondé à la fois sur la consommation et la compétition. Je ne veux pas cet iPhone, ce Mac et cette paire de souliers hors de prix, je veux posséder ce que les autres possèdent et je veux surtout qu'on me donne ce qu'on me promet, je serai plus performante, plus rapide, plus en vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis prête à payer 10 ou 100 fois le prix de production de ces objets, et on est loin évidemment de Marx, et c'est le récit publicitaire qu'on connaît tous très bien, grâce à tel déodorant, les films courront après, tel maquillage, tel parfum, et je serai tout comme, en fait, je serai exactement cette star de cinéma. Voilà ce que raconte en général le libéralisme, un gros trait, mais sur le modèle de Girard, est-ce que, en général, ce corpus sur le monde du travail dénonce, met en scène et dénonce. Alors la question, c'est comment on fait, c'est-à-dire comment on sort de la catastrophe. Et c'est là que ces deux films interviennent, qui proposent chacun une alternative précisément en déplaçant la question du désir. Alors je vais commencer par Elle est des nôtres, et ensuite je laisserai la parole à Florian pour ce du rêve qui bouge et conclure. Alors Elle est des nôtres, et c'est donc un film de Sigrid Alnoy qui est sorti en 2004 et qui a ceci de particulier, qui commence par reprendre de façon remarquablement brutale le récit girardien, et puis dans une respiration finale on propose une sortie aussi mystérieuse que poétique. Alors dans ce film, Christine Blanc, qui est jouée par Sacha Andrès, est une jeune femme d'une trentaine d'années dont le nom paraît aussi pâle que la vie. C'est une employée disponible et docile qui accumule des contrats à durée déterminée sans pouvoir trouver d'emploi stable. À cette précarité matérielle s'ajoute une fragilité sociale. Transparente, ses employeurs oublient son prénom et l'appellent Sandrine. À la cantine, on la bouscule sans la voir, et dans l'autobus, elle lance des bonjours trop sonores ou inaudibles qui restent souvent sans réponse. Christine n'a pas non plus de voiture, symbole éclatant de la réussite
de nos sociétés, et elle échoue d'ailleurs 2 fois à son permis de conduire, ce qui confirme sa vulnérabilité. Pas d'emploi fixe, pas de petite amie, pas de voiture ni de permis de conduire, ou on pourrait dire pas de permis à une vie normale. Elle n'appartient à aucun groupe, à aucune structure, et les seuls lieux en fait dans le film qui l'accueillent sont des centres commerciaux stériles. Il y a plein de scènes comme ça où elle erre dans les centres commerciaux, et des espaces rhône-alpins, des forêts, donc ça se passe dans cette région-là, donc des forêts, des montagnes, une espèce de contraste comme ça entre ces 2 lieux où elle, qui sont les seuls où elle arrive comme ça à se déplacer. Alors c'est cette singularité et ces maladresses de comportement qui la désignent comme l'élément faible et inadéquat de la communauté, autrement dit comme la victime émissaire. Elle n'est pas des nôtres, et c'est cette différenciation sociale. Cette différenciation sociale est soulignée dans le film par une mise en scène, par une mise en scène esthétisante et un récit qui favorise des plans séquences ponctués d'actions hors champ, de silence, d'immobilité physique, qui crée une narration au rythme assez déstabilisant. Alors si Christine ne fait pas l'objet d'un sacrifice à proprement parler, elle est bien meurtrie à petit feu par cette violence acceptée. C'est dans ce contexte-là, que pose le début du film, que la mécanique du désir mimétique va se mettre en place. Christine surprend par exemple au supermarché une conversation entre une caissière et son amie. En fait, l'échange tourne autour de la relation amoureuse de la caissière et de son petit ami qui vient de s'acheter la nouvelle Zara. Et il y a toute une scène, enfin ça dure quelques secondes, mais toute une scène sur il s'est acheté la nouvelle Zara, ah bon, est-ce qu'elle est bien, je sais pas, c'est un investissement, etc. Bon, ça continue. Et puis ça passe, donc Christine est là, elle observe, et un peu plus tard, Christine rencontre Patricia, qui est jouée par Catherine Mouchet, Patricia qui est l'employée en charge de son dossier à l'agence intérim, qui va en fait devenir le modèle de Christine. Et en fait, Christine voit sur le bureau de Patricia des chouettes et dit « Ah, c'est incroyable, tu fais une collection de chouettes, moi aussi. » En fait, Christine invente ce mensonge-là pour créer un lien avec Patricia. Il y a donc une espèce de petit dialogue qui se met autour de ça. Il y a la caméra, c'est filmé de telle sorte qu'il y a une ombre qui passe sur le visage de Patricia, qui dit « Écoute, je m'excuse, il faut que je m'en aille, j'ai des problèmes de voiture. » Et là, immédiatement, Christine enclenche le dialogue qu'elle vient d'entendre. Elle dit « Ah, mais c'est drôle, moi, mon petit ami, il s'est acheté la nouvelle Zara, c'est un investissement. » Donc, elle rejoue exactement le même dialogue qu'elle vient d'entendre au supermarché pour essayer de créer comme ça un lien avec Patricia. Et dans la scène qui suit immédiatement, Christine est à l'extérieur du truc d'intérim, là, et elle se voit dans la vitre. Elle voit son reflet dans la vitre en train de regarder Patricia. Donc en fait, symboliquement, dans cette scène-là, les têtes des 2 femmes sont hors cam, donc on voit juste le torse. Leurs voix sont en off, de telle sorte que pour être ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire pour avoir sa place dans le paysage social, Christine mime l'autre, à proprement parler. Ces femmes qui ont une vie, un travail, un petit ami, une voiture. Et dans le même temps, c'est ce que montre la mise en scène, elle perd ce visage qui la distingue. En somme, l'expression de ce désir imité rend Christine de plus en plus transparente et paradoxalement de plus en plus assimilable. Ce qui parle aussi de cette violence du quotidien qui est à la fois invisible et en même temps toujours présente. Alors Christine cherche à partir de là, invisiblement et de façon insistante, sinon obsessionnelle, l'amitié de Patricia. Patricia, par exemple, c'est l'histoire des chouettes, fait une collection de chouettes, Christine lui dit à moi aussi, et la semaine d'après, elle court dans une boutique à acheter une armoire entière de chouettes, toute une collection. Plus tard, Patricia emmène Christine à la piscine et elle offre un maillot de bain à Christine, qui est un maillot de bain de couleur verte, d'un vert comme le carnet de Sophie, là. C'est un vert très fort, très pomme. Je trouve des animations. Qui est la même couleur. En fait, Patricia a un maillot de bain une pièce de cette couleur-là. Elle offre un maillot de bain 2 pièces à Christine de la même couleur. Et du coup, on voit Christine qui est mal à l'aise parce que c'est un maillot de bain 2 pièces, c'est trop petit, ça lui va pas. Et Christine porte toujours des couleurs plutôt terre, sombres, et elle se retrouve dans ce truc qui visiblement ne lui correspond pas du tout. Et on sent aussi qu'elle est hors de sa zone de confort à la piscine parce que c'est très clair qu'elle ne sait pas nager. Du coup, elle perd ses moyens.
Elle rentre dans la piscine et elle perd ses moyens après qu'on l'a poussée par accident dans la piscine. Autre petite agression du quotidien qui a l'air de rien mais qui vient s'accumuler comme ça. Prise d'une crise d'angoisse, se précipitant du coup dans les vestiaires, Christine est suivie par Patricia qui s'inquiète. Et c'est là que l'irréparable survient, qui est l'espèce de moment tournant du film. En un geste défensif involontairement violent, Christine repousse Patricia qui se cogne la tête et se blesse. Patricia gît à terre, elle pousse des très longs hurlements, c'est une scène assez longue et assez pénible. Patricia se glisse sur le sol pour essayer de s'éloigner de Christine. Christine, qui désemparée, finit par fracasser le crâne de la blessée avec un extincteur. C'est vraiment une scène d'une violence. Bon. Mais en fait, on voit comment, d'un seul coup, Christine, si vous voulez, ramasse et expose aussi toute cette brutalité du monde auquel elle fait face tous les jours. Alors la violence du geste est à la mesure d'une part de la distance qui sépare Christine du modèle de réussite dont Patricia lui renvoie sans cesse l'image, et d'autre part surtout dans la genèse du film de l'efficacité avec laquelle ce sacrifice va résoudre, en tout cas provisoirement, la crise identitaire de la protagoniste. Car après avoir tué Patricia, Christine obtient subitement son permis de conduire, un travail et se trouve un petit ami. Ses collègues, qui se souviennent désormais de son prénom, l'invitent à déjeuner et lors d'une fête, ils lui chantent le fameux « Elle est des nôtres », etc. Autrement dit, elle est comme nous, normale, elle possède enfin tous les signes de réussite, elle est reconnue par le groupe, au point même que Christine gagne au millionnaire. Alors cette situation appelle plusieurs remarques. On a affaire d'abord à un conflit d'individu à individu. Le sacrifice de Patricia souligne en cela l'absence de réseau de solidarité. Chacun livré à son propre sort doit faire son chemin dans les labyrinthes des supermarchés, des agences d'emploi, endurant les petites échymoses du quotidien. Le seul soutien de Christine, ce sont ses parents et ce sera surtout son père qui va lui donner un alibi au moment où on va enquêter sur la mort de Patricia. Par ailleurs, deuxième chose, le désir de Christine est bien aiguisé, sinon éveillé par la valeur imaginaire des biens, ces biens, voitures, travail, petite amie qu'elle ne possède pas. Ces biens qu'il faut gagner au prix d'une lutte épuisante, au jour le jour, se heurtant sans cesse à mille minuscules cruautés. La société libérale, en somme, invente l'urgence et la brutalité de la possession. À cette condition, on peut espérer justement être comme les autres. Ainsi, Christine expérimente la ressemblance, en fait la confusion avec les ennemis et les doubles dires, exactement comme Violence des vieux chants mieux tempérée. Ce qu'elle sentait comme une différence incommensurable entre elle et Patricia disparaît totalement dans une ressemblance troublante, non seulement parce qu'elle adopte toutes les manières de la médiatrice qu'elle vient de tuer, mais parce que tous les enfants du libéralisme sont les mêmes. Si Patricia meurt, elle est immédiatement remplacée par Christine, sans que la machine n'en souffre ni s'arrête. Le sacrifice semble justifié en même temps que pardonné, puisqu'il semble essentiel à la survie du système. Christine, standardisée selon les modèles de production du capitalisme, en hérite aussi les mots les plus pervers. Et c'est cette double monstruosité, c'est-à-dire à la fois l'acte de tuer, mais aussi le fait que c'est un acte qui n'est pas puni, qui initie Christine à ce monde qui était d'abord étranger. Mais c'est aussi ce qu'elle va devoir racheter, elle qui, justement, n'est pas des nôtres, qui est aussi une figure christique et sacrée, je vais y revenir. Avant ça, pendant un temps, Christine va passer en fait du côté des médiateurs, c'est-à-dire qu'après avoir désiré être l'autre, c'est elle qui joue, qui va jouer aux yeux du tiers, l'autre fantasmé, et qui va en profiter aussi provisoirement. Elle va profiter provisoirement des privilèges de cette position, un pouvoir et abus sur autrui, domination, manipulation. Par exemple, avec une jeune collègue dépressive, Pascal, fragilisée par sa vie personnelle, elle va s'adonner à la perversité dont elle a elle-même été la victime. Elle lui indique, par exemple, qu'elle désire imiter, notamment une autonomie fantasmée qui passerait, entre autres, par un voyage en Égypte sans son mari, car, dit Christine, s'émanciper, ça coûte un certain prix. Et peu à peu, Pascal va prendre l'ancienne place de Christine, et cette dernière, dans une espèce de parallèle avec la scène du maillot de bain, Christine va offrir le même chandail qu'elle à Pascal, qui est de la même couleur rouge, lui en le transmettant, si vous voulez, son ancien statut de victime, élément du groupe facilement identifiable en vue de son élimination.
Marquée physiquement, perdue et plus que jamais seule, Pascal finit par se suicider. Et de ce second sacrifice, Christine sort apparemment encore victorieuse, voire soulagée. Et pourtant, quels que soient les biens accumulés, quel que soit le meurtre commis, Christine est toujours seule, marchant dans la campagne, on entend toujours sa respiration en bruit de fond. Le regard qu'elle suscite chez les autres, envie, jalousie, désir, ne change rien à ce qu'elle est, et c'est bien la déception métaphysique dont parle René Girard, c'est aussi l'expérience du mensonge de la modernité, enfin la modernité au sens large. Le désir n'est jamais autonome, il n'y a aucune possession qui libère du regard d'autrui ni de son propre regard. Il n'y a rien qui puisse assouvir ce que l'on conçoit comme une carence ontologique. Mais c'est tout l'intérêt d'aller des nôtres, le film ne s'arrête pas là, ne s'en tient pas là, car Christine, victime bourreau, est aussi, comme son prénom l'indique, une figure de rédemption. Sur ce chemin, elle est guidée par un autre personnage, Sébastien, qui est un jeune intérim sur lequel elle projette d'abord le même dédain qu'elle-même a subi. Mais le jeune homme tient bon et cherche plusieurs fois à communiquer avec Christine. Ses regards surtout, il a comme les yeux un peu qui tombent, il a des yeux très implorants, il la regarde, il la fixe, il y a des scènes comme ça où on voit la fixer pendant très longtemps. Donc ses regards, si vous voulez, semblent renvoyer Christine au mimétisme auquel elle s'adonne et surtout à sa très grande solitude. À la toute fin du film, les deux personnages finissent par tisser des liens qui vont devenir privilégiés et ils vont courir en fait ensemble la belle campagne savoyarde. Et après un échange, donc ils sont en voiture tous les deux, et après un échange de regards amusés, ils abandonnent symboliquement la voiture de Christine dans un pré. Donc ils laissent la voiture sort de route, ils la laissent au milieu du pré, toute porte ouverte, et ils s'en vont. Ce qui, du coup, met en scène, si vous voulez, un renversement important, à savoir l'obsolescence de la quête de Christine en voiture, vie d'entreprise, appartement, etc., qui tout d'un coup est signalée et revendiquée. Le jeune homme, Sébastien, à son tour médiateur, incite Christine à se retirer de cette communauté, à ne plus être des leurs. Et ce nouveau désir imité ne situe pas le personnage dans un rapport antagoniste à autrui, mais dans une relation qui précisément sort du cycle de lutte pour la possession des biens et l'acquisition d'une place ou d'une identité. On entre là, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on entre là dans une dynamique du désir différente qui tient plutôt de l'agencement ou de l'invention telle que l'a proposée Deleuze. Finalement, après avoir chastement embrassé Christine, Sébastien se détourne et s'en va. Et la protagoniste se retrouve seule, cette fois tout à fait détachée de tout regard. Et c'est la toute dernière scène du film qui est absolument renversante. Elle traverse la rue. Et là, elle est engagée sur le passage clouté, le passage piéton. Elle hésite devant une voiture de police qui s'apprête à traverser. Et Christine, à l'expression béate, donc les policiers lui font des gestes, pousse-toi de là, il sort de la voiture et Christine, qui a un visage souriant, monte dans la voiture, donc elle se rend à la justice, là elle monte dans la voiture, et puis la caméra s'éloigne, on a un plan mis ensemble, nocturne si vous voulez. Christine est assise dans le véhicule de police d'où jaillit très lentement une lumière blanche dont on ne peut pas identifier la source, qui est à la fois très crue et un peu irréelle, ce qui fait que en fait, le début de la scène se passe de jour, et le plan où on la voit dans cette voiture, tout d'un coup c'est la nuit, la nuit tombe d'un coup sur la ville autour d'elle, et elle est dans cette voiture qui est illuminée comme ça, de manière très mystique. Cette scène, qui est la dernière, possède évidemment une dimension religieuse très très forte. Christine, qui se rend à la police, quitte en même temps la violence de la lutte, la vanité de sa quête, et en ce sens, Christine devient une figure de renoncement au monde du travail, au désir selon l'autre, renoncement au désir comme désir de, ce geste final est l'abandon d'une logique sociale et économique, mais il n'est pas pour autant renoncement au désir, il invite plutôt, c'était notre idée, à lui penser une autre forme, un autre espace, un autre lieu. Et quoique le film danois ne dise pas vers quel ailleurs se retire Christine, il en présuppose pas moins l'existence d'un principe alternatif qui dépasse le matérialisme et l'immanence du quotidien. Christine accède visiblement à quelque chose qui la dépasse. En ce sens, il faut bien entendre Christ dans son prénom qui semblait d'abord si commun.
Alors il n'est pas évident que Christine soit, à proprement parler, une figure christique, sans disciple ni procès, sans passion ni partage, elle ne dispense pas de paroles. En revanche, elle se dit plutôt dans le film, en citant Dostoïevski, ce qu'elle appelle une enfant absolue, figure de l'idiote, figure tragique qui suscite la terreur par le meurtre commis, les meurtres, et la compassion par cette trajectoire blessée. Et sa fin suggère que le salut pourrait passer par un sacrifice de soi, sacrifice en l'occurrence caché par la faute de Christine, qui d'abord meurtrie devient meurtrière. Dans la voiture, seule littéralement illuminée comme une figure de Caravage, souriant, Christine devient une béate, sauvée du monde du travail, hors du monde de la consommation, du monde de la valeur subjective, mais peut-être pas hors du monde, au sens où l'ailleurs pourrait bien se réaliser ici. Christine, donc, si vous voulez pas une solution, une réponse à ce que Moutou appelle de façon magistrale violence des échanges en milieu tempéré, l'enfant absolu ou l'idiote est plutôt une sorte de trouble jeté dans le monde du libéralisme. Et je laisse la parole à Florian pour ce vieux rêve qui bouge. Déjà. Je dois dire, je suis entièrement d'accord avec tout ce que je dis. J'espère que tu vas co-signer. Ah oui, c'est vrai. Nous allons passer du mémétisme à l'utopie, plutôt à la tentative de l'utopie, dans ce très très beau moyen-métrage de Alain Guiraudy, Ce vieux rêve qui bouge, qui est sorti en 2000. Même Jean-Luc Godard a parlé de chef-d'œuvre à l'époque. Si Jean-Luc le dit, c'est que le film ne doit pas être mauvais. Donc ce vieux rêve qui bouge propose lui aussi la vision d'un autre lieu possible, parce que le désir n'est plus seulement cette tension vers l'acquisition et vers l'autre, dont le libéralisme a fait sa force et son moteur. Il est le moteur de l'émancipation de l'individu, le principe et la condition de remise en question du monde du travail et du capitalisme, la possibilité donc de l'utopie. Situé, donc, je vais vous parler très rapidement donc de ce film-là. Bon, c'est pas un film qui est très très connu à part pour ceux qui s'intéressent vraiment à la carrière de Alain Guiraudy. Bon, c'est un film, je suis pas sûr qu'il soit vraiment sorti en salle en fait. Il me semble que le film est surtout est beaucoup passé dans les festivals et il est sorti en DVD, donc il y a une petite dizaine d'années à présent. Et je suis pas sûr qu'il y ait une sortie nationale de ce moyen-métrage. Il fait environ 55 minutes. Et là, je dirais, parce que j'aurais bien aimé avoir le double personnellement. Donc, situé quelque part dans le sud-ouest de la France, le film Homophile de Guiraudy se déroule entièrement dans le périmètre d'une usine vétuste durant son ultime semaine d'activité économique. Et je tiens à souligner que ce film-là, finalement, est une espèce de condensé un peu de tous les tropes de Guiraudy. Donc, et puis bon, ça sera intéressant d'avoir une conversation avec Martine plus tard. Là, les femmes sont éjectées de beaucoup de ces films. Il n'y a quasiment aucune femme, ce qui ne veut pas dire évidemment que c'est un film pro-patriarcat et tout ça, c'est quand même plus difficile que ça, bien sûr, mais c'est un film qui veut vraiment mettre en avant. En fait, si je vais improviser comme ça, peut-être mettre en avant une autre façon d'être un homme, ou d'essayer d'être un homme, réellement, en mettant en avant un désir multidirectionnel, un désir qui n'est pas raisonnable, et principalement un désir queer. Donc, composé de vastes et hauts hangars aux allures de majestueuses cathédrales abandonnées, l'usine est ici d'une importance symbolique particulière. Constituant l'un des personnages principaux du film et son unique décor, elle fonctionne tout d'abord comme un rappel visuel de l'activité en berne de la classe ouvrière, ainsi que sa disparition imminente. Cependant, à l'opposé du monde de l'entreprise de Elle et des nôtres, par exemple, le lieu du travail représenté dans le film d'Alain Guiraudy est paradoxalement l'espace où le désir parvient à se libérer de rapports de domination et de mimétisme. Cette libération advient précisément par le biais d'un désir qui ne soit pas assujetti au système économique. Donc l'usine de ce vieux rêve qui bouge accueille en son sein quelques ouvriers qui, durant leur dernière journée de labeur, déplacent nonchalamment tuyaux et autres pièces de machines désormais obsolètes. Les heures passées à l'usine, en cette semaine si particulière, sont ponctuées de conversations et de méditations sur l'avenir, arrosées de quelques tournées de Ricard sous des parasols colorés. De quoi l'avenir sera-t-il fait après la fermeture de l'usine? À quoi peut-on s'attendre? Donc le personnage principal, Jacques, est dépêché à l'usine afin de démonter une machine fantaisiste essentielle à la narration qui s'appelle l'Ubitona, composée de tuyaux phalliques, de cuves horizontales et de petits tapis roulants.
Objet de presque toutes les attentions, l'Ubitona devient vite le point de rencontre principal de divers personnages gravitant autour du jeune ouvrier. Le contremaître, d'abord, Jean, vérifie régulièrement que le travail de Jacques progresse. Il y a ensuite José, qui recherche un partenaire pour des conversations visant à tromper la tante. Et enfin Louis, qui est le plus âgé donc, de tous ces personnages, aime la compagnie de jeune homme, éprouvant des sentiments amoureux à son égard. Donc le rapport humain sur le lieu de travail mêle ici relations hiérarchiques et sociales, mais aussi désir pour un autre monde par l'intermédiaire du désir du corps d'autrui. Au fur et à mesure que le récit avance, l'usine devient un espace ludique et érotisé, car non seulement Louis est attiré par Jacques, mais ce dernier tombe amoureux de Jean, le contremaître. Donc une espèce de relation triangulaire, mais une espèce de triangle, une espèce de V inversé, parce que le triangle n'est pas complet en fait. Ici, il n'est donc plus question d'un désir non autonome car assujetti à l'imitation du désir du médiateur, comme Judith l'a expliqué entre autres avec Elle et des nôtres. Il s'agit d'un désir multidirectionnel libéré, jusqu'à un certain point, on s'entend. C'est ce désir qui fait de l'usine un espace qui échappe aux contraintes du capitalisme, contraintes de temps, de relations, de fonction. Et il n'est pas indifférent que ce soit le désir homosexuel qui enraye la machine libérale. Comme l'a montré Guy Hockenheim, ce désir possède une dimension subversive dans la mesure où il peut à la fois bouleverser et renverser un ordre établi. Donc, partant des écrits critiques de Gilles Deleuze et Félix Guattari sur le capitalisme, bien sûr l'anti-Oedipe, qui date d'une quarantaine d'années déjà maintenant, même plus, 42-43 je crois, l'activiste et théoricien français Guy Hockenheim constate dans le désir homosexuel que le capitalisme, pour assurer sa survie, doit contrôler les relations et les interconnexions potentiellement illimitées entre individus en faisant appel au complexe d'Oedipe, qui agit comme un principe structurant le désir, du désir. La société ainsi oedipianisée s'appuie sur des rôles précis attribués à certains organes. D'un côté, le phallus est l'organe social par excellence qui constitue la personne publique et remplit la même fonction dans la sexualité que l'argent au sein du capitalisme. Là, je cite Hockenheim, le fétiche, la véritable référence universelle de l'activité économique dans un cas, désirante dans l'autre. Fin de citation. Un organe central dans les relations humaines, car c'est bien lui qui impose un mode relationnel basé sur la hiérarchie entre individus. Je cite de nouveau Hockenheim. La société est phallocratique car l'ensemble des relations sociales est construit sur le mode hiérarchique que se manifeste la transcendance du grand signifiant. Fin de citation. À l'inverse, l'anus est l'organe privé. Lieu du désir honteux et contrôlé par le biais de sa sublimation, l'anus libéré constituerait un danger pour l'ordre social phallocratique. Ce qui fait dire à Hockenheim, et comme le dit Judith, c'est ma citation préférée de tous les temps, notre trou du cul n'est pas honteux ni personnel, il est public et révolutionnaire. Fin de citation. Dans ce vieux rêve, bon, on est d'accord, bon, c'est un reproduit des années 70, tout ceci, mais tout de même. Dans ce vieux rêve qui bouge, le désir homosexuel est non seulement la force qui détrône le phallus, mais l'énergie qui relie les hommes dans un ordre qui n'est plus celui du phallocratisme capitaliste. La disparition du phallus est représentée par le lent démembrement de la machine auquel Jacques s'applique avec patience. Pendant les 5 journées de travail qui composent la diégèse du film, l'Ubitona, qui est le MacGuffin du film, agit comme un point de convergence pour différents personnages, mais figure aussi le lieu où travail, utopie et désir libidinal se rencontrent et se nourrissent. Si la machine symbolise la fermeture prochaine de l'usine, elle représente également l'apparition ou la réapparition du désir déoedipianisé. En effet, le désir se dévoile au fur et à mesure que Jacques, par le biais de son corps travaillant et désirant, démonte pièce par pièce l'Ubitona et révèle le squelette de cette dernière. La machine phallique dépecée, c'est le désir d'être avec l'autre qui prend place. Et autour d'elle, les relations se nouent, les personnages se croisent dans un temps dilaté, un espace qu'ils se réapproprient et où ils circulent librement. Ce vieux rêve qui bouge envisage par conséquent la relation entre désir et lieu de travail en dehors d'une relation, pour reprendre la terminologie d'Hockenheim, oedipianisante.
Tandis que dans, par exemple, Violence des échanges, un milieu tempéré, le désir est construit autour de la prise de pouvoir et le maintien de ce dernier, dans le but de façonner le monde à l'image d'un modèle économique s'imposant comme inévitable, ou en d'autres termes, la possession et la peur de perdre le phallus, le film d'Alain Guiraudy parvient à se placer en dehors de relations hiérarchiques en mettant en avant un désir libératoire et à sa façon contestataire, ou pour reprendre cette terminologie des années 70, révolutionnaire. Le jeune ouvrier, Jacques, en visite à l'usine le temps du démontage de l'Ubitona, parvient ainsi à remettre en question l'oedipianisation inhérente au système capitaliste par le biais notamment de son désir pour Jean, le contremaître. Donc désir, il n'est pas très clair justement dans le film si Jean lui aussi désire Jean Correto. Il y a une espèce de relation assez ambiguë, donc je vais essayer donc d'expliquer ceci maintenant. Dans une scène importante que je voulais vous faire voir, on n'a pas eu le temps de vérifier sur le DVD marché ici, Jacques bataille à démonter l'Ubitona et à soulever seul un épais tuyau phallique. C'est alors que Jean apparaît, parce que Jean lui tourne quand même pas mal autour, il faut le dire, et il aide le jeune homme qui s'agenouille afin de dévisser le tuyau. Alors que Jean, debout, entoure de ses bras le haut de la pièce, la main de Jacques s'affaire près de l'entrejambe du contremaître. Puis, dans la continuité de son mouvement, donc la main qui travaille, et la main qui se dirige doucement vers le sexe de l'homme, qu'elle commence à caresser à travers l'étoffe du pantalon. Jean demeure immobile, mais il n'est pas gai, bien sûr. Jean demeure immobile, et Jacques se fait plus entreprenant et ouvre délicatement la braguette de l'homme pour y glisser la main. Même si Jean part précipitamment, après tout de même quelques secondes d'hésitation, le désir de Jacques est là, public, désublimé, dégagé d'une médiation par la machine. Par son geste, Jacques a transcendé les relations hiérarchiques en concrétisant un désir qui aurait dû rester secret et donc sous contrôle, remettant par là en question l'idée d'un désir au service du capitalisme. Jacques laisse au contraire éclater un désir qui se moque du capitalisme, de ses appareils, de ses lois. En termes hockengamiens, nous dirions que le phallus représenté par la position hiérarchique du contremaître est remise en question par l'anus désublimé de Jacques, ou plus précisément, son désir libéré du joug du capitalisme et du complexe d'Oedipe. C'est pas un texte que je lirai en cours, ça c'est absolument faut que je peux essayer pour essayer de réveiller mes étudiants qui ont besoin d'être réveillés. Le désir n'est plus ici la source d'une rivalité qui, comme on l'a vu, peut prendre la forme de meurtres en série ou de conflits frontaux entre membres de la même famille. Et là, je me réfère entre autres au film Ressources humaines, mais aussi Selon Matthieu, donc de Xavier Beauvois, qui a réalisé le film dont on va parler tout à l'heure, des dieux et des hommes. Donc il invite au contraire à une sortie potentielle des tensions liées au mimétisme du médiateur et au souci de la réussite professionnelle et matérielle. Le désir ne copie plus, il ne creuse plus un manque qu'il pense combler. Il est une force ou un flux qui dessine un ailleurs où les logiques capitalistes n'ont plus de prise et où les souhaits et les attentes des individus les rapprochent. Dans ce contexte, le fantasme de la rareté n'a plus cours puisque c'est la circulation du plaisir et l'échange qui importe et non l'acquisition d'un bien toujours susceptible à s'épuiser. Les ouvriers de ce vieux rêve qui bouge, y compris dans leurs conflits et leurs altercations, occupent ainsi un espace qui n'est plus dédié qu'à ces rencontres, discussions, échanges horizontaux. Car il n'y a plus de maître, de contre-maître, de règles, de supérieurs. Dans l'une des toutes dernières séquences, les ouvriers, dont Louis, Jean et José, se retrouvent pour un dernier verre avant la fermeture définitive de l'usine. Les hommes discutent de leur prime de licenciement, soit une coquette somme de 180 000 francs pour José. Bien sûr, le film est sorti avant le passage à l'euro en France. Alors que ce dernier souhaite disposer de la somme pour l'achat comptant d'un nouveau véhicule, il est durant tout le film jugé à cause de cela comme un individu fantasque. Ses collègues ne cessent de lui suggérer un placement plus prudent. On lui dit « il n'y a que toi qui penses à dépenser tout ton fric en conneries ». Tandis que Jean affirme « mais remarquez d'un autre côté, peut-être que vous n'aurez jamais autant d'argent ». Après cette douchée, Jacques aperçoit la présence de Jean, donc le contremaître, qu'il a caressé. Et Jacques lui demande « vous avez changé d'avis ?»
Et Jean souhaite simplement lui dire au revoir directement pour éviter tout malentendu. Et donc je reproduis très rapidement ici donc le dialogue. Jean, donc le contremaître, caressé, dit « Je tenais à vous témoigner ma sympathie ». Et Jacques répond « Le problème, c'est que ça me conforte plutôt dans mon idée ». Réponse « Il ne faut pas croire à des choses qui n'existent pas. J'ai quand même pas tout inventé. Extrapoler, seulement extrapoler. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ça se réfère ici. Donc est-ce que Jacques aurait eu une réaction physique, est-ce que Jean aurait eu une réaction physique aux caresses de Jacques? Est-ce que Jean est placardisé? Une chose cependant semble claire, semble certaine, c'est que le désir ne participe plus aux relations de rivalité. Il peut au contraire contribuer à créer du lien physique, langagier, mémoriel. Jacques, par exemple, déclare au contremaître « Je me connais, je ne suis pas prêt à vous oublier ». Et Jean de répondre « Si ça peut vous rassurer, moi non plus ». En cela, le désir est à la fois agencement et créature d'utopie. Comme agencement, il est rencontre, toujours mouvante, de personnages singuliers, d'idées. L'idée que je me fais de l'autre, de ce qu'il veut, de ce que je veux, de possible, la relation que Jacques imagine avec Jean, de réel et d'imaginaire. L'usine aujourd'hui est ce qu'elle ne sera plus à la fin de la semaine. Ces constructions de multiples transforment l'espace du travail en utopie. Car le film homophile de Guéraudy propose bien une autre manière d'occuper le lieu dévolu jusqu'alors à une double violence, celle du travail perdu. Il semble que la violence de l'économie moderne, du chômage, de l'incertitude, se trouve absorbée par le désir amoureux, libre de toute contrainte, par la communauté des hommes. C'est d'ailleurs ce qui illustre la scène finale durant laquelle Louis, toujours amoureux de Jacques, et ce dernier, qui n'a toujours Dieu que pour Jean, parlent de leurs sentiments respectifs. Film de dos, les deux hommes marchent. Et là, je résume vraiment le dialogue. Et donc, Jean, le personnage le plus âgé, veut savoir absolument pourquoi Jacques ne veut pas coucher avec lui. Et là, c'est une espèce de constante. Il y a beaucoup de relations amoureuses intergénérationnelles dans les films de Guéraudy. Et très souvent, entre autres dans le roman d'Alain Guéraudy qui est sorti l'année dernière, qui est assez quand même olé olé, il y a vraiment le corps de l'homme vieillissant est vraiment présenté comme un objet érotique de façon très 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 affirmée en fait. Ce qui est assez original, en l'occurrence dans la communauté, dans la culture gay, androcentriste, obsédé par le jeune corps qui ne vieillira jamais, selon ce qu'on voit sur les couvertures de feu têtu. Donc je reproduis donc le dialogue. Jean demande, c'est parce que je suis trop vieux? Moi j'aime bien les vieux. C'est parce que je suis trop gros? Bah, t'es costaud, t'es pas gros. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que j'en sais? C'est toi qui veux pas, donc t'es mieux le placé pour le savoir. Bah, de toute façon, je vois pas pourquoi j'aurais de m'expliquer. En tout cas, tu peux être fier. Depuis 3 jours, je bande rien qu'en pensant à toi. Maintenant, je me retrouve comme un con. Réponse de Jacques. Ah, dans la vie, c'est comme ça. On a parfois envie des gens qui ne veulent pas. C'est dur, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, Elle est des nôtres et Suivre Rêve qui bouge appartiennent donc à cet ensemble de films français dénonçant la logique libérale à l'œuvre dans le monde du travail. Logique à la fois criminelle, puisqu'elle sème la discorde, voire la mort, dresse le père contre le fils, comme dans certains des films dont nous voudrions parler dans le prochain article, Ressources humaines et selon Matthieu. Et donc une logique mensongère aussi, puisqu'à une question d'ordre métaphysique, elle offre une réponse purement matérielle. Mais ces deux films, tout en questionnant une représentation du désir comme simple désir de, comme tension pour combler un manque imaginaire, proposent une alternative à cette vision noire de la société contemporaine. En cela, on peut parler de films contestataires et politiques. La figure du renoncement chez Aulnoy, ou celle d'un désir initiateur de rencontres et de liens chez Guéraudy, permettent de penser autrement l'espace social et la vie commune. Ainsi, chez Guéraudy, les ouvriers, qui devraient être mortifiés par le chômage qui les attend, occupent l'espace du travail selon cette logique alternative. Moins peut-être désir de l'autre que désir d'être avec l'autre, désir multidirectionnel qui métamorphose la violence libérale en joyeuse fête arrosée de Ricard. Le Ricard revient souvent dans le film. C'est alors que les ouvriers occupent et habitent littéralement leur lieu de travail devenu lieu de vie et d'érotisme. Merci.